Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 18 janvier 2024. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, page fait divers pour commencer. Nathalie, la jeune fille de 14 ans retrouvée morte, décapitée à Faravouidj, a été utilisée dans le cadre d'un sacrifice selon sa famille. Aujourd'hui, sa tête a été transportée dans un douane, un lieu où se font des sacrifices et des offrandes à un Djanour, selon l'auteur de ce crime. Ce dernier, qui n'est d'autre que le frère de leur voisin, il a emmené Nathalie avec lui dimanche soir. La dernière fois que sa mère l'a vue, le corps de Nathalie quittera l'hôpital Achira ce soir pour être emmené à Boumbeyanjoui, sa ville natale, selon les informations. Reportage de Anel Martina, Cécile Vin et Anzar Hadjiansou. Le corps sans vie et décapité de Nathalie a été retrouvé ce mardi 16 janvier à Mangarif Faravouidj. Le corps était emballé dans un matelas. Une enquête a commencé depuis et a abouti à l'arrestation de l'auteur du crime et à celle de l'identité de cette jeune fille retrouvée morte. Ce mercredi 17 janvier, la découverte d'un crâne dans la décharge de Murunda Vanteirouk s'est propagée sur les réseaux sociaux. Il a été découvert plus tard qu'il s'agissait de la tête de la personne découverte décapitée. Fifalina Nathalie, ou Zaza, une jeune fille de 14 ans vivait à Tomadink et avait donc été tuée de manière brutale. D'après les informations, elle a été recherchée par sa famille et ses voisins depuis dimanche soir. Je l'ai décapitée parce que je suis un sorcier, tel a été l'aveu de l'auteur du meurtre de cette jeune fille retrouvée décapitée à Faravouidj devant les éléments de la police judiciaire. Il a déclaré par la suite qu'il a ramené la tête de Zaza dans un douane, un lieu où l'on fait traditionnellement des offrandes et des sacrifices d'animaux à un Djanour. La sœur de cet homme, la voisine de Zaza, a déjà constaté des comportements étranges chez cet homme depuis 4 ans. Mais son comportement obscène était inattendu, même s'il fut un temps où il a déjà menacé sa sœur avec un couteau. Les parents et les voisins de Zaza à Tomadink vivent en ce moment dans une peur totale. Cette affaire est actuellement entre les mains des autorités et une autopsie a été effectuée sur le corps de cette jeune fille aujourd'hui. Un autre cadavre de femme sans tête a été retrouvé également ce matin dans le village de Souamanane, district d'Ambouidjatchim. Mardi, les proches de cette mère de famille se sont rendus à la gendarmerie d'Ambouidjatchim pour signaler sa disparition. Et hier, c'est son crâne qui a été retrouvé. Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images de Yves Janel. Aujourd'hui, vers 4 heures du matin, Soulouf, l'oncle d'une mère de famille, a été appelé par un voisin pour identifier le reste d'un corps qu'il a découvert près d'un arbre dans le village de Souamananeti. Selon ce voisin, il ne restait plus que la partie inférieure du corps et les chiens étaient en train de le dévorer. Soulouf l'a reconnu grâce à ses vêtements et à ses chaussures. Cette mère de famille, retrouvée morte, avait 35 ans. Elle avait 2 enfants. Selon les témoignages, elle avait des problèmes d'audition et d'élocution et elle travaillait la nuit pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Elle avait quitté sa maison lundi soir et n'est plus revenue. Mardi, la famille était allée auprès de la gendarmerie d'Ambouidjatchim pour signaler sa disparition. Mercredi matin, un crâne a été retrouvé et les personnes qui l'avaient retrouvé ont signalé à la gendarmerie. Le chef de village a donné l'ordre d'enterrer le crâne dans une fosse commune à Ambouidjatchim. Mais après la réclamation de la famille, il a été récupéré ce matin. Face à ce tragique incident, la vigilance de la communauté augmente. L'enquête et les recherches liées à cette affaire sont ouvertes par la gendarmerie de la compagnie d'Ambouidjatchim. À noter qu'il s'agit d'un 2e cas de décapitation après la tête retrouvée hier à Murunda Vanteirouk. Le secteur textile arrive au 2e rang en matière de création d'emplois à Madagascar. Cependant, les employés d'une entreprise franche, Sisambouidzanar Ivat, se plaignent de ne pas être payés. Par ailleurs, certains sont licenciés sans préavis. Au fait de cette situation, le député de Madagascar, élu dans le district d'Ambouidjatchim, s'est rendu sur place. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel.
Ces personnes sont des employés de cette zone franche située à Mboudanar, Ivatu. Ils sont une cinquantaine et se plaignent de ne pas avoir perçu leur salaire depuis plusieurs mois. Certains d'entre eux ont également été licenciés sans préavis. Mis au courant de cette situation, le député de Madagascar, élu dans le district d'Amboujachi, Mujoni Rakutuarsu, est venu sur place. Il a lancé un appel aux autorités locales pour enquêter sur ces pratiques, mettant en lumière la nécessité d'une régulation plus stricte pour protéger les droits des travailleurs et instaurer un environnement professionnel équitable. Il convient de noter que le secteur du textile est le deuxième pourvoyeur d'emplois à Madagascar. En 2022, elle a généré plus de 570 millions de dollars de devises. De plus, les zones franches ont constitué 16% du total des exportations. Dans un tout autre sujet, le président de la République, Andry Rajoelina, a donné des consignes claires sur l'assainissement et l'hygiène, notamment l'enlèvement des ordures d'Antananarivo le plus rapidement possible lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le Conseil des ministres annonce également la construction dans les 6 prochains mois des usines de production d'engrais prévues dans les plus grandes zones productrices de riz pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Et concernant les nominations, le général de brigade Jean-Yves Rassoul-Jaïbé a été nommé directeur de la sécurité présidentielle lors du Conseil des ministres ce mercredi, tandis que Rassoua Marmak retrouve son poste à la tête de la région d'Analamang. Reportage. Lors du Conseil des ministres, le président de la République, Andry Rajoelina, a donné des consignes claires sur l'assainissement et l'hygiène, notamment l'enlèvement des ordures d'Antananarivo le plus rapidement possible. La commune d'Antananarivo devra travailler avec le ministère chargé de l'assainissement et de l'hygiène à cet effet. Les camions bennes offerts par le gouvernement japonais seront réceptionnés rapidement afin d'être utilisés dans les prochains jours pour l'assainissement de la ville. Par ailleurs, la promotion de la production de riz sera l'objectif principal et la priorité. Si la production de riz à Madagascar augmente de 25%, soit 1 million de tonnes supplémentaires par an, nous atteindrons l'autosuffisance alimentaire. Il faut également parvenir à augmenter la superficie des terres destinées à la culture du riz jusqu'à 100 000 hectares supplémentaires, ce qui constitue une exploitation industrielle à grande échelle. Si le taux de PIB dans l'agriculture, notamment le riz, n'augmente que 5%, le taux du PIB peut augmenter de 1 à 2%. Autrement dit, si le PIB agricole augmente de 10%, le taux de pauvreté diminuera à 14%. Le secteur agricole fournit 70% de tous les emplois à Madagascar. Le président a donné consigne afin de promouvoir l'utilisation de nouvelles méthodes d'agriculture et de production de riz, assurer la disponibilité des engrais et des semences pour les agriculteurs, assurer la protection des terres des agriculteurs à travers la distribution de cartes foncières, faciliter l'accès à la microfinance et l'amélioration des conditions du marché agricole. Selon les instructions du président de la République, les usines de transformation des engrais doivent être implantées d'ici 6 mois dans les principales zones de production de riz. Mis à part cela, Madagascar a déjà actualisé le code minier, un des signes du développement ou de l'émergence de Madagascar. L'objectif est de pouvoir exporter légalement jusqu'à 15 tonnes d'or par an, ce qui devrait rapporter jusqu'à 900 millions de dollars en devises au trésor public. Pour y parvenir, une raffinerie d'or sera installée, ce qui aura pour conséquence de stabiliser la monnaie malagasy lorsque la balance commerciale de Madagascar sera équilibrée. Toutes les mesures légales seront prises pour assurer la protection de ce secteur minier. Et en ce qui concerne les nominations, Rassoua Marmak revient à la tête du gouvernorat de la région Analamang. Le décret officialisant sa nomination a été pris en Conseil des ministres d'hier. Pour rappel, Rassoua Marmak avait démissionné de son poste de gouverneur de la région Analamang pour pouvoir faire campagne en vue de la réélection du président de la République, Andry Rajoelina. Le général de brigade, Jean-Yves Rassoul-Jaïbé, devient directeur de la sécurité présidentielle auprès de la présidence de la République. Avant cette nomination, il était le directeur de cabinet de la présidence de la République. Le préfet de Mahajang, qui fait partie des personnes impliquées dans l'affaire de riz avarié, qui a défrayé la chronique en début d'année à Mahajang, a été limogé par le Conseil des ministres ce mercredi. Entendu devant le PAC, il a été placé en détention préventive à Ntanmour le 5 janvier dernier avec d'autres personnalités en attendant leur procès.
Ensuite, 65 à 67% des pêcheurs malagasy œuvrent encore dans l'informel et dans la pêche traditionnelle. Ainsi, des efforts seront déployés pour inclure ces pêcheurs dans le formel dans les 4 prochaines années, comme défini dans l'accord entre le gouvernement malagasy et l'Union européenne qui a débuté l'année dernière. Un accord pour lequel l'Union européenne a apporté un financement de 12 millions d'euros. Félan Rakoudarsoul sur les images de Hassan Rafal Zanaj. Le financement accordé par l'Union européenne au gouvernement malagasy a augmenté de 44% par rapport au dernier 10e accord sur la pêche. Il s'agit d'un accord pour lequel Madagascar a obtenu un financement de 12 millions d'euros. 1,1 million d'euros sur ces 12 millions d'euros ont déjà été offertes par l'Union européenne, selon les informations données aujourd'hui par le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Ampadji Numbi. 980 millions d'ariars de cette somme ont été utilisés par le gouvernement pour promouvoir la pisciculture et 1,125 milliard d'ariars pour protéger les côtes malagasy de la pêche illégale. L'extension des surfaces consacrées à la pisciculture est la solution pour établir une pêche durable à Madagascar. Madagascar dispose d'une superficie de 155 000 hectares pour la pisciculture selon les informations. Ainsi, pour rendre professionnels ces pêcheurs, une école pour former et instruire les pêcheurs sera mise en place. Le volet social est la priorité pour la région d'Analamang, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région d'Analamang, Eraso Marmak, qui a pris ses fonctions hier après avoir été reconduit en Conseil des ministres. La région d'Analamang n'a pas attendu longtemps pour cela, mais a immédiatement commencé à travailler en curant les canaux et en enlevant les déchets dans la capitale en coordination avec la municipalité d'Antananarivo. Les travaux réalisés dans la région d'Analamang se poursuivront également et seront intensifiés selon toujours le gouverneur Naterakoutmaouf Enzar Hadjiansou. C'est le même constat dans toute la capitale. Des canaux d'évacuation d'eau bouchés, des ordures qui s'entassent depuis des jours, tout cela engendre la montée des eaux. C'est un travail devenu régulier pour la région Analamang de donner un coup de main à la commune urbaine d'Antananarivo pour l'assainissement de la ville. Le gouverneur de la région Analamang n'a pas attendu longtemps au lendemain de sa reconduction à la tête du gouvernorat. Il est venu sur terrain pour superviser les travaux, nettoyer les canaux d'évacuation et enlever les ordures pour éviter la montée des eaux, selon Eraso Marmak. Le gouverneur de la région d'Analamang a souligné que les habitants doivent également préserver la propreté. Dans la foulée, les travaux se poursuivent pour Analamang. Selon le gouverneur de la région, la priorité est le volet social, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que les routes. Les tâches augmentent également parce que nous devons produire 2 fois plus de résultats pendant ce mandat pour faire la différence, a déclaré Eraso Marmak. La région d'Analamang attend également une coopération avec le nouveau pouvoir exécutif dans la mise en œuvre de la vision fixée par le président Andry Rajoelina. Élever les enfants autistes et ou handicapés est difficile du fait qu'ils ont besoin de soins particuliers, que ce soit physiquement que mentalement, selon les parents qui en font l'expérience. Dans cette perspective, la ministre de la Population et de la Solidarité a remis aujourd'hui des aides et des équipements aux enfants handicapés au sein d'un centre d'accueil des enfants autistes et handicapés 6 à Manzakaray. Reportage de Fadjissene Mireille et Yves Janel. Élever un enfant autiste et ou handicapé est une réalité pour d'innombrables parents confrontés à plusieurs défis de la vie quotidienne. Comme cette mère de famille, elle a 2 enfants, dont le premier est autiste. Élever un enfant autiste n'est jamais une tâche facile, déclare-t-elle. Les émotions peuvent parfois submerger les efforts bien intentionnés. Il y a des fois où l'on craint de ne pas s'occuper convenablement de nos enfants autistes. Mais nous faisons toujours de notre mieux pour prendre soin d'eux, poursuit-elle. Ainsi, veiller sur ces personnes vulnérables est une tâche prioritaire pour la ministre de la Population et de la Solidarité, raison pour laquelle elle a rendu visite à ses enfants autistes et handicapés aujourd'hui et elle a remis à ses enfants des aides et des équipements à cette occasion. Outre ces aides, des efforts sont également déployés pour rendre autonomes les personnes nécessiteuses, notamment les femmes. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Maurice, le passage de la tempête Belal a fait 2 morts et laissé un lourd bilan matériel sur l'île Maurice. Depuis, l'heure est au grand nettoyage. La tempête a laissé derrière elle des tonnes de déchets et de nombreux véhicules ont été endommagés. Reportage de France 24. Le front de mer de Port-Louis, transformé en dépotoir après le passage de la tempête Belal. Ce restaurateur, installé ici depuis 25 ans,
n'a jamais vu une telle submersion de cette promenade maritime. Mais ce n'est pas ce qui l'interpelle le plus. Et ce qu'on a vu ici ces derniers jours, c'est du jamais vu. La mer nous a renvoyé en pleine figure ce qu'on a l'habitude de jeter dans la mer. Et ça, c'est grave. Hein. On voit ça d'une manière très, très puissante, quoi. La mer a vomi des tonnes de déchets jusqu'à ces galeries. Des dizaines de magasins et de restaurants ont été affectés. La remise en état a démarré à l'aide de pelleteuses. Le grand nettoyage a débuté ce matin, une très grosse mobilisation pour reprendre les opérations le plus rapidement possible. Les dégâts sont énormes. Oui, à première vue, il y a pas mal de dégâts matériels, heureusement pas humains, mais matériels. Est-ce que c'est la première fois que vous avez des dégâts de cette ampleur ici? Oui, c'est la première fois. Le passage de Bellal a déclenché l'alerte maximale de niveau 4 à Maurice. Cette forte tempête tropicale restera dans les annales comme celle du déluge. Les routes de la capitale se sont transformées en rivières, charriant tout sur le passage. Ces images ont ravivé le traumatisme des inondations de mars 2013. Là, c'est pire que celui de 2013. Pourquoi c'est pire? Ouais, le niveau de l'eau est monté beaucoup plus haut que la dernière fois. Les inondations de mars 2013 avaient fait 11 morts dans la capitale. Même si le bilan humain est moins lourd cette fois-ci, avec 2 décès signalés, Bellal a provoqué un choc national. 2 jours après une frappe aérienne meurtrière de Téhéran, le Pakistan a annoncé jeudi avoir mené dans la nuit une série de frappes de précision contre des caches terroristes dans la province de Sistan-Baluchistan. Au moins 9 personnes, toutes de nationalité pakistanaise, ont été tuées. France 24. Sur ces images amateurs, des colonnes de fumée dans cette ville du sud-est de l'Iran. Des frappes menées par le Pakistan. Ici, on peut voir ces bâtiments totalement détruits. Des bombardements qui ont eu lieu à Saravan, tout près de la frontière avec le Pakistan. Le but de ces frappes, selon Islamabad, toucher des infrastructures qualifiées de terroristes. La mesure de ce jeudi matin a été prise au vu de renseignements crédibles sur d'imminentes activités terroristes sur une large échelle contre le Pakistan par ces terroristes. Cette action est une manifestation de la détermination inébranlable du Pakistan à protéger et à défendre sa sécurité nationale contre toutes les menaces. Des bombardements pakistanais inédits dans le pays qui sont avant tout une riposte à une frappe menée par l'Iran au Pakistan mardi soir. Une attaque qui avait causé la mort d'au moins 2 enfants. Téhéran avait affirmé viser des terroristes anti-iraniens du groupe Jaish al-Adl. Une riposte pakistanaise condamnée très rapidement par l'Iran, selon la télévision locale. La République islamique d'Iran demande une explication urgente de la part des autorités pakistanaises après les incidents qui ont eu lieu plus tôt ce jeudi dans un village tout près de Saravan. La tension ne fait que s'accroître entre Téhéran et Islamabad. Avant même le bombardement de ce jeudi, le Pakistan avait rappelé son ambassadeur présent en Iran tout en empêchant le retour de l'ambassadeur iranien. Face à cette situation, le Premier ministre pakistanais a décidé d'abréger immédiatement sa visite au Forum économique de Davos. Et pour clôturer cette édition, une polémique enfle en Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur les réseaux sociaux, les spectateurs relaient des images de stade vide alors que certaines rencontres sont annoncées à guichet fermé. France 24. Vous le voyez, ils sont nombreux à être venus pour tenter d'obtenir le précieux sésame, un billet pour voir la Côte d'Ivoire affronter le Nigeria ce jeudi. Nous nous trouvons devant un des nouveaux 51 points de vente physiques qui a été mis en place par la CAF pour tenter de répondre au problème de la billetterie. En effet, une polémique enfle depuis le début de la compétition en Côte d'Ivoire. Certains matchs qui étaient annoncés comme complets se sont joués devant des tribunes à moitié vides. C'était notamment le cas du match d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau où seuls 38 000 spectateurs étaient présents pour un stade qui a une capacité de 60 000 personnes. Vu que ça continue ainsi, je ne pense pas que la CAN aura la saveur particulière qu'on attend. Quand on se connecte au serveur, ça bug. Quand on va à vos points de vente, on nous dit qu'il n'y a pas d'ouverture. Depuis 3 heures, comme elle a dit, depuis 3 heures, je n'ai pas eu de ticket d'abord. Je suis allé dans 3 endroits, ils m'ont dit c'est fini.
Alors plusieurs explications ont été données, d'abord par le COCAN qui a expliqué que seulement 50 000 places étaient en effet en vente dans le stade Ebimpe, les autres étant réservées pour la sécurité ou parce qu'elles sont des places à visibilité réduite. Le COCAN a également pointé du doigt le fait que les partenaires avaient pu parfois réserver des places sans par la suite les retirer. Autre explication, le problème des revendeurs professionnels qui achètent de nombreuses places pour ensuite les revendre à des prix exorbitants qui ne trouvent pas toujours preneurs. Et puis enfin la problématique de la billetterie en ligne qui n'était pas tout à fait fonctionnelle au début de la compétition. La CAF a publié un communiqué sur le sujet expliquant que la situation était depuis résolue. En ce qui concerne les autorités ivoiriennes, eh bien, le Premier ministre lui-même a dit qu'il prenait le sujet en main et que des résultats seraient visibles d'ici ce jeudi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Vous serez au rendez-vous avec Ruth Christelle Rakout Malal pour l'édition de demain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Au revoir.